Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui à notre rendez-vous pour décortiquer le projet de société que le RIVAS propose à la population ivoirienne, car en démocratie, il y a le principe du renouvellement des représentations du peuple souverain. Donc nous savons que 2020, c'est très bientôt, maximum dans 12-11 mois. La Côte d'Ivoire et son peuple devaient renouveler la présence, le Parlement, ainsi de suite. Cette fois-ci, nous voulons être la locomotive de l'intelligentsia pour proposer à notre peuple de faire la politique autrement. Que nous prenons tous le temps, chaque parti politique, de présenter à ce grand peuple ivoirien, un peuple intelligible, ce que notre parti propose afin que le peuple lui-même puisse s'en occuper, puisse décider en fonction des projets. Parce que arrêtons de faire élire des hommes, mais cherchons plutôt à faire élire des projets. Nous avons élu des hommes. Nous avons mis souvent un amour aveugle dans les hommes, au point que même leurs cadavres battent campagne. Ça fait honte que des gens soient simplement oufouettistes ou baboïstes, parce que eux-mêmes, dans leur ventre, ils n'ont aucun projet et ils veulent vivre sur le passé, sur la notoriété d'individus passés. Aller en mission, dire qu'on est au nom de Oufoué ou qu'on est héritier de Oufoué, c'est de l'insuffisance intellectuelle dans ce monde des antiques. Respectons le peuple de Côte d'Ivoire comme le RIVAS respecte ce peuple. Faisons-lui des propositions. Allons le convaincre de ce que nous sommes capables de faire et laisser ce peuple-là décider. C'est ça qui va apporter la tranquillité dans notre nation. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour présenter un point de notre projet de société. Je voudrais saluer respectueusement Kolia Amani, un homme d'engagement, très calme, pas beaucoup bavard, mais régulier et constant en plus dans ce qu'il fait. Sois salué, cher frère, et merci pour tout. La Côte d'Ivoire saura s'en souvenir. Donc aujourd'hui encore, nous sommes au rendez-vous pour présenter un autre point de notre projet de société. Et aujourd'hui, nous voudrions parler d'élections. Le thème donc que nous abordons, c'est Côte d'Ivoire, la gestion du vote. Côte d'Ivoire, c'est-à-dire élection en Côte d'Ivoire. Bonjour Yolande. Yako pour la dernière fois et porte-toi bien. Côte d'Ivoire, la gestion du vote. C'est-à-dire que nous allons parler de l'élection en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, c'est un thème très important. Pourquoi? Regardons là en Guinée. L'élection n'a même pas encore commencé. Mais il a suffi d'une déclaration du président en exercice, déclaration bien comprise, mal interprétée, peu importe. Le peuple est déjà en ébullition. Et nous pouvons même dire que la Guinée brûle, vu les propos que nous avons entendus, vu les images qui nous ont été mises à disposition.
Pourquoi il y a tant de querelles en général en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire avant les élections, pendant les élections et aux proclamations des résultats, jusqu'à ce qu'on arrive aux résultats définitifs. Nos élections sont source de tueries, sont source de querelles sans fin. La Côte d'Ivoire en souffre depuis un certain nombre d'années. Au point où il y a un élément capital, bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans un pays, écoutez-moi bien, où il n'y a jamais eu passation de charge. C'est l'échec des acteurs politiques. C'est la preuve du grand échec des acteurs politiques. Même dans les associations de villages, même dans les mutuelles de développement, quand un cycle finit, il y a assemblée générale élective, un bilan moral et financier est fait, les organes attestent, un quitus est voté. On met en place la nouvelle classe dirigeante. Ce que l'on sait faire déjà au niveau des villages, pourquoi il est si difficile de mettre ça en place au niveau national? Puisque si nous savons faire ces choses dans 8000 villages qui composent la Côte d'Ivoire, nous sommes censés être donc 8000 villages au fait de l'organisation démocratique. Pourquoi tant de problèmes? Frères et sœurs, pourquoi le pays est-il coupé en deux? Il y a une classe qu'on peut appeler l'élite, non pas l'élite de mérite, mais l'élite qui s'est constituée sur le fond du contribuable et qui sont au sommet de la pyramide, insolemment riches et donc insolents dans les conduites de tous les jours. Et le peuple, c'est-à-dire nous, la base, affamé, malade, peiné, triste. Pourquoi? Observez attentivement la Côte d'Ivoire. Prenez tous les gouvernements de Félix Houphouët-Boigny, surtout les derniers, qui ont chevauché avec les Alassane Dramane Ouattara et les Henri Konan Bédié. Vous en arrivez à Gueye Robert, aujourd'hui on est à Alassane Dramane Ouattara encore, sans oublier que le président Laurent Gbagbo est passé. Ce ne sont pas les mêmes que vous voyez. Que ce soit ministre, président d'institution, ce sont les mêmes. Ça tourne comme dans une famille. Parce que notre système est tel que, quand tu es pauvre, tu es bête. Notre système est tel que, si tu n'as jamais rentré dans ce mouvement, tu n'y entreras jamais. C'est un système fermé. C'est un clan. C'est une confrérie. Oui, la faute est aux hommes qui l'animent. Parce qu'ils s'y plaisent. On parle même de succession dans le pouvoir d'État dans une république. Alors que dans une république démocratique, où il y a liberté syndicale, liberté de création de partis politiques, chaque citoyen a même le devoir et le droit de se porter candidat pour se faire élire ou lui-même d'élire qui il veut. Mais non, on a suivi la bataille de Houphouët qui cherchait un dauphin et il fallait le rendre constitutionnel. Et depuis lors, chaque président essaie de placer son héritier avant de partir. Vous voyez, on est loin d'avoir une république, encore très loin de lui trouver l'adjectif démocratique. C'est pourquoi nous nous réjouissons au Revas d'être des pédagogues du temps et dans le temps.
pour instruire l'Ivoirois, pour instruire l'Ivoirienne à de la connaissance de ses droits, de ses devoirs, du système politique et des différentes institutions, afin que désormais nous puissions comprendre qu'il suffit que la nature ait fait de toi, Ivoirois, de père et de mère, ou de père ou de mère, tu as un devoir patriotique de penser à la gestion de ton pays. Tu as une obligation nationale de contribuer à la gestion politique de ton pays. Ce n'est pas une affaire des Bédier, des Ouattara ou des Gbagbo. Ce n'est pas une affaire de gens du Nord ou de l'Ouest ou du Centre. C'est une affaire nationale. Considérons la Côte d'Ivoire comme un bateau. Nous tous qui sommes à l'intérieur, chacun devrait assumer sa responsabilité pour que ce bateau ne coule pas. Il n'est pas question de dire que le bateau appartient au capitaine momentané, conjoncturel, qui est mortel, qui est remplaçable. Mais le bateau nous appartient. Du petit Sénoufo, conscient, en passant par celui de Katiola, de Niélé, de Kong, d'Odiéné, pour aller trouver les Mandés, en passant par le centre, l'Est. Nos frères Agnin, quand ils sont lucides et qui n'ont pas bu Koutoukou, on peut compter sur eux naturellement. Ils savent pourquoi je parle comme ça. Hein? On a nos frères Ébrié et Aladjan et autres au sud ici. Nous avons les Abiki, Ogukrou. On va à l'ouest. San Pedro, Tabou, Neka. Vous voyez? Chaque citoyen de ces superficies que je suis en train de citer, en bouclant sur tout le territoire, a obligation de penser diriger ce pays pour apporter ce qu'il sait, de penser être représentant de son peuple pour apporter ce qu'il peut, de penser être maire de sa localité pour apporter. Le pays n'est pas esclave d'un certain nombre d'individus. Nous sommes une république. C'est pourquoi je vous le dis foncièrement et avec tout mon cœur que vous les pros, c'est vous qui détruisez le pays. Vous les gors, vous détruisez le pays. C'est vous qui détruisez le tissu social. C'est vous qui désunisez le pays. Parce que Gbagbo est un individu mortel. Donc il mourra un jour. Donc le concept de pro-Ouattara, le concept de pro-Gbagbo ou de Gor, le concept de pro-Bédier sont des mauvais concepts. Parce qu'ils mourront. Surtout après avoir engrangé l'argent qu'ils cachent dans les coffres pour leur famille éternellement. Nous jouons le jeu d'individus inconscients et hypocrites. Parce que nous sommes dans un pays où souvent on cotise pour les riches. Et entre pauvres, on se moque du pauvre. Nous sommes dans un pays où les fidèles chrétiens ne savent pas quoi manger le lendemain, mais ils sont prêts à se dépouiller pour un autre lascar qu'on appelle pasteur ou apôtre, pompeusement par des noms qui ont traversé les frontières pour venir nous trouver. Vous voyez, ce peuple-là, je ne l'aime pas et je ne le veux pas. Nous voulons construire un peuple conscient, capable de nos spiritualités d'Afrique. J'y ajoute même notre mysticisme d'Afrique. Capable de nous fonder nous-mêmes sur nos propres cultures. Vous croyez que c'est maintenant il y a des crimes? Les crimes ont toujours existé, mais on les a toujours réglés. On a résolu les problèmes, on les a exorcisés. De nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, on a vécu. Aujourd'hui, le système politique que nous avons choisi, et je suis d'accord avec le Kémy Gyozer qui dit que tout le système est faux. Je le décris depuis belle lurette, parce que c'est une chaussure qui ne trouve pas pied chez nous. C'est un manteau qui nous flotte ou qui nous sert. Nous sommes en train de dire que nous, en tant qu'acteurs ivoiriens, en tant qu'actrices ivoiriennes, nous savons ce que nous voulons. Un texte fondateur
doit être écrit en fonction des objectifs que nous nous fixons, à court terme, à moyen terme et à long terme. Si nous disons, quelles compétences attendons-nous dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelles compétences attendons-nous dans 10 ans et quelles compétences attendons-nous dans 20 ans, nous programmerons notre école et notre plan de formation en sorte qu'à ces différentes échéances, nous produisons les compétences qu'il nous faut. On n'a pas besoin d'aller copier ça depuis Paris. Pour régler ces problèmes dont je parle, où je crois que tout Ivoirien est capable de le faire, on n'a pas besoin d'accepter de mourir pour Ouattara, ou de mourir pour Gbagbo, ou de mourir pour Bédié. Si le peuple lui-même il meurt à cause d'individus parfois indélicats, de quoi parlons-nous? Et je répète avec fermeté, ces trois-là, de cette génération d'après Oufoué, ce qu'il est convenu d'appeler les héritiers de Oufoué. Donc, Bédié, Gbagbo, Ouattara, Gueye est mort, donc on ne va pas insister. Faisons leur bilan. Poussons-les à faire leur bilan. Méritent-ils de continuer? Pourquoi quelques groupuscules d'individus qui refusent d'utiliser la matière grise que Dieu leur a donnée gratuitement pour nous faire croire à nous, des hommes éduqués et formés, que le pays appartient à des gens qui forcément doivent rester là? Non. Si Dieu a fait qu'il y a des générations qui se suivent, c'est parce que chaque génération a son temps. Et le temps de la génération Bédié, Gbagbo, Ouattara est terminé. S'ils ne veulent pas dans le respect eux-mêmes mettre fin, notre génération doit se lever pour dire, pour vous là, c'est bon. Et cela, ils doivent le sentir dans le mouvement. Ils verront que personne ne les soutient. Ils verront qu'on n'acclame plus à leurs discours qui sont dépassés et démodés. Ils vont se rendre compte que nous ne nous installons pas dans leurs alliances bidons. Ils verront que nous ne sommes plus là pour placer des bâches pour eux. Parce que nous sommes au laboratoire en train de réfléchir comment sauver le pays et le conduire dans les entours de 2030 désormais. C'est ça, ils verront eux-mêmes, ils iront s'asseoir. Mais quand je vois des jeunes de 20 ans, 25 ans s'appeler Gore, j'ai pitié. Mais ça aussi, c'est la preuve que nous avons une jeunesse qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas été donc formée. Nous avons une jeunesse qui n'a aucune compétence, donc une jeunesse démunie sur le sens spirituel et professionnel, et donc incapable de se projeter lui-même dans le développement de notre pays. Il pense donc, ou elle, que ça appartient à une élite qui ne devait pas exister si nous avions été compétents. Alors nous disons, quoi que ce soit légitime, que nous voudrions que Gbagbo et Blé Goudé entrent, mais ils font partie de ceux qui ont fait du tort à la Côte d'Ivoire. Et lorsque nous arriverons à l'arracher des mains de l'impérialisme, que nous le ramènerons chez nous, on ira lui dire, va t'asseoir et regarde-nous notre jeunesse construire ce pays que vous avez gâté. Moi, je vais vous dire une chose. Votre conception qui consiste à dire, mettons-nous entre Ivoiriens et soyons contre Ouattara, je ne m'inscris pas là-dedans. Je voudrais que nous disions que nous avons mis en place un projet de société meilleur que celui de Ouattara. Je ne crois même pas qu'il en a proposé. Mais c'est à ça le débat. Il est le président sortant. Donc nous tous, nous allons tirer sur lui. Parce que nous voulons sa place. Ça, il n'a qu'à être convaincu que ce sera sans pitié. Parce qu'on veut sa place. Toutes ces fautes seront passées au peigne fin. Pour que le peuple en soit dégoûté et qu'on change la tête du pays. Mais nous n'irons pas dans des procédés que certainement eux-mêmes ils ont utilisés, que nous repugnons. Bombarder les institutions. Tuer le peuple que nous voulons gouverner. Comment pensez-vous que cela est possible? Comment pensez-vous que cela doit être fait? Alors, je m'amuse à regarder Soro Guillaume en France en train de faire des discours et je suis choqué de voir des Ivoiriens, des Ivoiriennes que je traite d'intelligibles, l'applaudir. Pour quelqu'un qui n'est pas repentant, qui ne nous a pas dit pourquoi il a osé faire, comme il le dit lui-même.
Moi, je le croyais incapable. Mais il a dit que c'est lui qui vient nous expliquer. Les boutades du genre, j'ai habillé un masque, que je n'ai pas peur de lui, c'est son problème. Mais qu'il vienne nous expliquer pourquoi il a voulu danser ce fétiche en habillant ce masque. Et pourquoi il est important, si c'est lui qui a fait sortir son masque, de le ramener dans la jungle. On ne peut pas l'applaudir. Peuple de Côte d'Ivoire, il faut savoir mettre fin aux amusements. Soro Guillaume est un amuseur public. De la Fessi jusqu'à cette position, ce n'est que la violence. Blé Goudé, de la Fessi jusque-là, la violence. Vous croyez que nous, en tant qu'éducateurs, nous sommes en train de former une jeunesse, vous voulez qu'on les installe dans la violence élective, dans la violence scolaire et universitaire? À un moment donné, il faut savoir faire la rupture. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un pays, on ne regarde pas les beaux yeux de qui que ce soit. On s'arrête et on dit non. Vous ne pouvez pas applaudir Soro Guillaume. Vous ne pouvez pas applaudir Ouattao. Comment voudrez-vous être contre le procureur et applaudir Soro Guillaume? Je ne sais pas. Soyons justes alors dans ce que nous voulons. Voilà de quoi je parle. Donc aujourd'hui, nous revenons encore au fondement de ce qui va nous donner la paix demain. Vous comprenez? Je l'ai toujours dit, si nous faisons le faux combat, nous aurons des faux dirigeants. Alors que nous avons déjà un faux système politique et économique. Le faux combat consiste à se battre contre des hommes. Ça, c'est le faux combat. Il faut qu'on s'associe pour le dégager. Ça, c'est le faux combat. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu 2 associations. Le fruit est amer. Et c'est ce que nous mangeons depuis 26 ans. Il y a une association pour chasser Bédier. Il y a une association pour chasser Babo. Nous n'avons rien trouvé de meilleur. Les hommes ont changé. Le système politique n'ayant pas changé, le résultat est le même. Excusez-moi. Donne-moi une feuille comme ça. Elle est tombée là. Veuillez m'excuser. Le vent a emporté une de mes feuilles. Le professeur doit retrouver ses notes. Merci. Comprenez-moi. La maison Ivoire brûle. Les pyromanes sont là, on les connaît. Peuple de Côte d'Ivoire, ne te laisse plus avoir. Voyez? Ne te laisse plus avoir. Donc nous voudrons parler du code électoral en partie. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je suis à l'aise. Je jure que seule la rupture va sauver notre patrie. Parce que c'est la rupture qui va nous permettre de changer le système politique sur la base de nos valeurs intrinsèques, nos valeurs morales intrinsèques, nos valeurs financières intrinsèques, nos valeurs culturelles intrinsèques. J'insiste sur le mot intrinsèque. Ça veut dire qu'on n'a pas apporté ça de quelque part. Ça est là déjà. Nous avons des valeurs de développement intrinsèques. Je vous dis qu'il y a 8000, un peu plus de 8000 villages en Côte d'Ivoire. Chaque village a une mutuelle de développement. Ça veut dire que l'Ivoirois et l'Ivoirienne ont dans leur corps le désir de développer chez eux. Et ils s'y mettent déjà avec les maigres moyens qu'ils ont. Alors lorsque nous parlons de développement, on ne peut pas les exclure au détriment de quelques politiciens voleurs, menteurs et tricheurs qui portent des boubous de partis politiques rien que pour prendre les ressources du pays pour aller alimenter leur président gourou. C'est ça, nous disons, mettons fin. Et le cri de cœur est le cri du cœur de mon peuple apeuré, peiné, dont la conscience est emprisonnée. Oh, croyez-moi bien, le docteur Israël Ngouran est contre la violence. Je suis toujours contre les violences. J'ai même été, en tant que professeur craie en main, contre les grèves.
Parce que j'ai dit la grève n'arrange pas le salaire. La grève détruit les générations que nous formons. Donc j'ai toujours dit qu'on peut régler nos problèmes de salaire autrement. C'est pourquoi je me porte solution de cette nation. Car je crois que les choses peuvent se faire autrement. Lorsque nous avons commencé à parler de la commission électorale indépendante, tout le monde voulait qu'on change Youssouf Bakayoko. Je l'ai dit ici, ce drapeau de Côte d'Ivoire m'est témoin. Que changer Youssouf Bakayoko ne changera rien, car le système électif mis en place est tel que vous enlevez les hommes, vous remettez de nouveaux hommes, le président en exercice aura toujours la majorité à la commission électorale indépendante. Donc, en tant que candidat, il va organiser toujours les élections. Je l'ai dit, je le dis aujourd'hui. Les hommes sont mauvais, soit. Mais quand le système est mauvais, il rend les hommes dictateurs. Je répète, les hommes sont mauvais. Dieu lui-même l'a dit. Le Créateur lui-même. Mais quand vous les mettez en plus dans un système qui est mauvais, il devient dictateur. Vous prenez un être humain que vous-même vous avez élu comme représentant. Ahmed, bien arrivé. Et que, par la Constitution, vous dites qu'il est le chef suprême des armées. Vous dites qu'il est le chef de la magistrature suprême. Je ne sais même plus comment on appelle ça. Quand vous dites que c'est lui qui nomme le Conseil constitutionnel. Vous comprenez? Il est roi. Il est Dieu. C'est-à-dire, l'appareil judiciaire est dans sa main. Il est le patron du Parlement. Il est le chef suprême des armées. L'appareil qui contrôle la Constitution est dans sa main. À votre avis, c'est qui c'est? C'est pas qu'il est né dictateur. Il arrive mauvais en tant qu'être humain. Mais l'appareil politique et socio-économique mis en place fait de lui forcément un dictateur. Nous disons, laissons les hommes de côté. Mais si nous faisons des moules, le moule va tordre les hommes au pouvoir des institutions. Nous commencerons à avoir des bons politiciens, des bons gestionnaires. Donc, au lieu de nous attaquer à Youssouf Bakayoko, sans nous attaquer au code électoral, ce sera un échec. Je l'ai dit, j'ai répété. Aujourd'hui, je répète. Donc, je ne suis pas ému par la CEI qui a été composée. Parce qu'ils vont arriver au même résultat. Compte tenu de ce que le vrai problème, lui, n'a pas été réglé. Le code électoral. Donc, vous côtoyez les vrais problèmes du peuple de Côte d'Ivoire et vous vous battez comme des brigands affamés de l'argent du contribuable parce que vous aussi, vous voulez aller avoir droit à la table. Et comme vous voulez avoir droit à la table, vous faites le faux combat. Le combat de quitte là, je prends ta place. Le combat d'enlevons ceux qui sont là, mettons des hommes nouveaux. Pour vite se proposer pour être dans la commission électorale indépendante. Donc en réalité, puisque quelqu'un vous copte pour vous mettre dans la commission électorale indépendante, comment pouvez-vous être indépendant? Vous dépendez de lui. Donc si aujourd'hui, la commission électorale indépendante dépend de l'exécutif, c'est nous-mêmes qui avons mené le faux combat. C'est nous qui avons accepté que Kablan Denkan devienne vice-président alors que la Constitution dit qu'il va être élu en même temps que le président, ce qui n'a pas été. Donc le peuple de Côte d'Ivoire devait refuser qu'il soit nommé vice-président et que la vice-présidence existe, puisque ça n'a pas rempli les conditions de notre fondement que nous disons avoir accepté. Dans ce pays, nous avons attendu des mois durant que ce royaume ait 40 ans afin qu'on l'impose à la tête de l'Assemblée nationale. Nous avons tous attendu. Quand il est arrivé, nous avons acclamé. Je me demande, dans ce pays, y a-t-il des hommes?
Y a-t-il des femmes? Y a-t-il des gens en qui Dieu a eu confiance pour placer sur cette superficie carrée-là de 322 000 km²? Vous croyez que c'est un hasard qu'on se retrouve là? Attendez. Là où nous avons des agrégés dans tous les domaines de matière, de formation. Là où nous avons des docteurs, où aujourd'hui encore nous avons des doctorants. Attendez. Dans cette sommité d'intelligentsia, parce que j'ai confiance que mon peuple est intelligible. Qu'est-ce que je constate? Et quand tu veux parler, on dit, il faut faire doucement. On va te mettre en prison. La prison, c'est fait pour les hommes. Parce que quand moi je suis allé en prison, de Dabou à la Maka, je n'étais pas voisin d'un animal. Hein. J'étais voisin des hommes intelligibles qui réfléchissent aussi. Quand ils vont sortir, quel projet ils vont faire, comment ils vont vivre. Ils ont femmes et enfants dehors. 80% sont là-bas par la méchanceté des hommes. Mais vous croyez que ce n'est pas la baguette, ce n'est pas la violence, ce n'est pas les armes qu'on va régler les problèmes de notre nation? Vous croyez que c'est en mettant en prison le verbe qu'on va sauver notre nation? La démocratie requiert la liberté d'expression, de proposition, de construction syndicale. N'acceptez pas qu'on tue vos leaders qui vous apportent la lumière. Parce que l'Afrique est toujours 2 pas en arrière. Les Burkinabés, bon, je vais dire les voltaïques, ont accepté que comment ils s'appellent, Sankara meurt. Aujourd'hui, on veut nous faire, comment vous appelez ça, un plastique pour déposer quelque part pour dire que c'est Sankara. Tout le monde va prendre ça comme lieu de visite. Alors que vous l'avez regardé, on l'a tué. Vous avez laissé, on a tué Lumumba. Aujourd'hui, c'est Lumumba qui devient votre Dieu. Pourquoi en Afrique, vous êtes toujours en retard? Moi, je ne suis pas ému par ces gens de personnages. C'était leur temps. Moi, je ne suis pas un martyr. Hein. Les martyrs sont au cimetière. Moi, je suis un acteur politique intelligible et intelligent. J'ai la capacité et j'ai la certitude d'apporter à mon pays. Donc, j'en parle avec intelligence. Sans peur. Parce que si nous n'écorchons pas cette plaie suante, purulente, nous n'allons pas pouvoir soigner. Les premiers qui, dans le RDA, ont créé nos pays africains, l'ont créé pour eux-mêmes. Les règles ont été déjà établies pour que nous ne soyons pas dans une démocratie, mais que nous soyons, je crois, dans ce qu'on appelle une dynastie. Vous pouvez laisser le pouvoir à Bédié, Bédié va laisser le pouvoir à quelqu'un, lui aussi va laisser. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir certainement, Ouattara jongle entre être candidat et peut-être positionner son gars. Mais à un moment donné, quand après 60 ans, on a formé tant d'intelligence, tout va changer. Alors, revenons donc au code électoral. Et je dis, la gestion du vote. Quel est notre premier problème en Côte d'Ivoire? Notre premier problème, c'est l'électorat. Aujourd'hui, on n'est pas en train de rentrer dans l'électorat qui est Mossi, ou bien qui est malien, ou bien qui est guinéen. Non. On va parler en termes de nombre. L'électorat. Regardez. Prenons l'exemple de 2010. Parce que l'élection là a chauffé, tout le monde sait. La population en 2010 était d'à peu près 20,5 millions, je crois. 20 millions. Les électeurs annoncés sont de 5 millions 700 et quelques électeurs. Ok.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 25% de la population vont décider de l'avenir de 20 millions de personnes. C'est trop peu. L'électorat est faible. L'électorat n'est pas représentatif. J'ai dit, vous êtes, on va aller sur une base simple, hein, vous êtes 100. Et puis, il n'y a que 25 qui décident de votre sort. Donc, il y a 75 qui seront assis à observer que 25 décident de les faire tuer, de les faire mourir. Notre choix est mauvais. Ça, c'est la première chose. Nous nous disons, il faut abaisser l'âge des électeurs. Je me souviens dans les années 70, on était à 21 ans. C'est là qu'on atteint la majorité, femmes comme garçons. Aujourd'hui, on en est arrivé à 18 ans. C'est trop haut. Parce que c'est l'avenir de qui en réalité nous décidons. Ceux qui, de 18 ans à moins, là, c'est de leur avenir qu'il est question, non? Ne pensons-nous pas qu'ils ont l'intelligence pour participer au vote? Je veux même m'arrêter sur une question de niveau scolaire. Un collégien ne peut-il pas écouter un discours et être capable de dire « Moi, je vais voter celui-là » parce qu'à l'école, là, il nous a dit qu'il va nous trouver du travail, qu'on va sortir. Vous croyez qu'il est incapable? Moi, à mon avis, en tant qu'enseignant, il n'est pas incapable du tout. Parce que des gens à qui je donne des formules de Newton, des gens à qui je donne des formules mathématiques et qui l'appliquent, sont capables de discerner pour voter. Ou bien? Donc, nous proposons que l'âge électif, si vous voulez l'appeler comme ça, soit ramené à 15 ans. Parce qu'en Côte d'Ivoire, déjà, à 15 ans, beaucoup sont au collège. Pourquoi nous disons ça? Observons la chose suivante. Si nous prenons, là je prends des statistiques récentes, si nous prenons les statistiques de 2018, de 0 à 14 ans, il y a 37%. De 0 à 37 ans, pardon, I'm sorry, please. J'ai dit de 0 à 14 ans, il y a 37% de la population. De 15 ans et plus, c'est-à-dire ceux donc que je veux qu'on aille prendre là-bas, de 15 ans et plus, il y a 63%. Et comme dit Polycarpe, à 17 ans, les gens ont le bac. À 16 ans, les gens ont le bac. J'en ai vu qui ont eu le bac à 15 ans. Des gens comme ça qui font de la dissertation, de la philosophie, ne sont-ils pas capables de réflexion? C'est le pays entier qui doit s'asseoir pour dire quels sont les concernés quand on doit choisir un président de la République. Il n'y a pas que les planteurs ni les travailleurs. Il y a les élèves. Tout le monde parle de jeunesse. Donc, si la population de 15 ans et plus fait 63%, nous disons qu'on peut former l'électorat à partir de là. Donc déjà, 63% vont décider de l'avenir d'un peuple où 33-37% ne s'expriment pas. Je dis que c'est acceptable. Le Revas dit que c'est la meilleure solution. Parce qu'il est question de choisir nos représentants. Aujourd'hui, à 13 ans, à 10 ans, à 9 ans, les enfants manipulent l'ordinateur. À 13 ans, à 10 ans. Donc l'intelligence est développée. Ils sont capables de discernement. Donc il faut que le peuple entier accepte que nous baissons l'âge de l'électorat. Nous pensons raisonnablement qu'en prenant à partir de 15 ans, c'est bon. Je vous assure que moi je pensais vraiment à 13 ans. Hein? Mais déjà, de 15 ans et plus,
La population ivoirienne, c'est de 63%. Ceux qui vont de 13 ans et plus, c'est 63%. 63% qui doivent décider du vote, c'est déjà intéressant. Donc, désormais, l'âge du vote, on passe à 15 ans. C'est notre proposition. Si le peuple de Côte d'Ivoire nous fait confiance, c'est ce qu'il faut instaurer pour que nous ayons un électorat représentatif de la population. 63%, 64%, 65%, 60% de la population qui doit décider, ça, c'est mieux. La coloration de ce qui va sortir sera de la volonté réelle du peuple. Première proposition. Notre deuxième proposition, donc, va s'attaquer au taux de participation. Revenons à notre élection de 2010, pour prendre des chiffres. Il y avait 5 784 490 inscrits sur la liste électorale. Au premier tour, c'est 4,8 millions qui ont voté. Ça représentait 84%. Au second tour, c'est 4,6 millions qui ont voté. À peu près 81%. En définitive, sur une population qui était déjà à 25 millions, il y a 2,4 millions qui vont désigner le président contre 2,1 millions qui ne l'ont pas désigné. On est au second tour. J'ai dit, pour le chiffre exact, c'est 2 483 164 qui sont pour le président, quand 2 107 055, c'est-à-dire 2 107 055 électeurs n'ont pas voté. Si vous calculez ça, la différence est à peu près 200 000. C'est trop faible. On est 25 600 à peu près en 2015. Et vous comprenez, 2 millions décident de qui sera notre président. Asseyons-nous, observons, réfléchissons, méditons. C'est trop faible. C'est pourquoi vous comprenez, on a des maires qui sont élus à 1000 voix. Ça ne peut pas représenter l'aspiration du peuple. Quelque chose ne va pas. Le système n'a pas fonctionné. On a des députés qui sont élus à 2000 voix. Parce que le système ne fonctionne pas. Celui qui est censé être le représentant de tout un peuple pour apporter l'aspiration de ce peuple au Parlement n'est pas élu par la circonscription. 1000 voix, il est élu. 2000 voix, il est élu. Nous disons qu'il faut mettre des clés d'invalidation des élections. Nous voulons correctement souligner ce débat. Il faut des clés d'invalidation. Nous disons que déjà, la population élective est faible. Il faut donc dire, si 90% n'est pas allé au vote, on annule le vote. Mais quand on annule le vote, l'ancien président ne reste pas là. Hein. On met une transition en place. Il faut que les lois et les textes soient clairs. Parce que si lui, on dit que l'élection est invalidée, il va rester. Il va voir s'il ne gagne pas, il va trafiquer les chiffres pour, pour l'invalider. De toute façon, c'est là, on a déjà parlé de la commission électorale indépendante. Vous connaissez notre proposition. Donc, devant Germain Sagat, je vais lire sa question, même si ce n'est pas aujourd'hui qu'on répond aux questions, mais on va répondre à chaud. Docteur, vous pensez qu'un enfant de 15 ans comprend mieux la politique pour décider l'avenir d'un État
Même si un enfant de 13 ans manipule les ordinateurs ou a le bac, je veux comprendre. Mais, attendez, Germain Sagat, est-ce que tu connais ce qu'on apprend à l'école pour avoir le bac? Est-ce que tu connais en Côte d'Ivoire ce qu'on demande comme raisonnement au bachelier? En réalité, l'intelligence et le discernement, ce n'est pas forcément fonction de l'âge. C'est comment le cerveau a été éduqué à discerner. C'est pour ça que la dernière fois, nous avons fait 2 ou 3 conférences. Nous avons parlé de l'éducation qui fertilise le cerveau à recevoir la formation qui va le faire déboucher sur sa compétence. Un enfant à 15 ans qui a le bac, qui a fait de la philosophie, qui a fait de la dissertation, qui a fait de la discussion. Il est passé par la 3e où on lui a donné une fin de texte. Il a imaginé le début. S'il a suivi correctement ce circuit avec un cerveau donc éduqué, il ne peut pas faire la différence entre des candidats qui sont venus s'asseoir par rapport à son propre avenir. Il faut comprendre ça comme ça. C'est ça. Il peut, à mon avis, il peut. Parce que je suis enseignant. Je suis professeur de lycée. On n'a pas attendu que les enfants aient 20 ans avant qu'on les reçoive au bac ou qu'on leur donne le BTS. Si nous leur décernons des diplômes de BTS, de BT, de CAP, c'est que nous jugeons qu'ils sont capables de discernement. Nous les mettons derrière les machines, outils, non, quand ils ont le diplôme. Ou bien, ce n'est pas pour regarder les visages d'individus et croire que celui-là peut faire mon bonheur, qu'ils ne peuvent pas. Je suis désolé, ils peuvent. Continuons notre quête de la recherche de la lumière pour les élections. Nous allons parler, nous venons de parler du taux de participation. Nous disons qu'il faut qu'il soit un seuil. S'il n'est pas atteint, il faut que l'élection soit invalidée. Ensemble, on décidera, parce que c'est un débat, nous on propose, mais le peuple doit entrer en profondeur dans le débat. Il n'y a pas de politicien Dieu qui vient imposer un programme. Vous comprenez? Qui vient imposer un programme. On ne l'impose pas. Le programme, il est proposé, analysé. Des raisonnements peuvent nous permettre de modifier, si nous sommes convaincus qu'en face, il y a eu de la matière. Mais quoi qu'il arrive, j'ai toujours dit que des discussions jaillissent toujours la lumière. Et nous espérons cela. Yolande, ce n'est pas que nous sommes ancrés sur la base que quelqu'un de 15 ans fait forcément le bac. Mais j'en connais qui ont eu le bac à cet âge. Ok. Il y a des gens qui à 15 ans ont eu le bac. Mais Dr Israël n'est pas ancré sur la base que quelqu'un à 15 ans aura le bac. Mais j'ai dit, il y a déjà eu des cas où à 15 ans ils ont eu le bac. Le monde entier le sait. Je parle du développement du cerveau. Et je crois qu'un enfant de 15 ans, si nous ne sommes pas dans un système qui les avait déjà minimisés dès le départ, et que leur éducation avait été correcte, vous, à la maison, quand vous discutez avec vos enfants de 15 ans, les sentez-vous incapables de dire qui veulent voter? Ça, c'est de la responsabilité des parents. Moi, j'estime que les miens à 15 ans peuvent choisir qui vont voter. Parce qu'ils écoutent mes discours politiques. Ils discutent avec moi de l'avenir politique du pays. Ils me donnent souvent même des conseils quand il s'agit de la gestion de leur école. Donc, je les trouve aptes. Ayant confiance dans les miens, j'ai confiance dans les vôtres. Yolande, j'ai confiance dans les tiens. Qu'à 15 ans, ils peuvent décider qui doit les diriger. Le problème, c'est que les enfants, parce que vous êtes en train de penser à ce que les gens ont déjà gâté. Les enfants de 15 ans aujourd'hui ont été gâtés. Des mendiants, des drogués. Donc, vous ne rentrez pas dans le nouveau moule que je vous propose parce que vous regardez ce qui est déjà gâté. Mais si nous les avons pris au préscolaire, au scolaire, que nous les avons suffisamment éduqués, à 15 ans, ils ont de la matière à moudre. Donc, n'ayez pas peur de ce qui est nouveau. Parce que souvent dans les réactions, je vois que les gens ont peur de ce qui est nouveau. Parce que malheureusement, c'est ça. Nos cerveaux, n'ayant pas été éduqués à recevoir de la compétence, on n'appréhende pas forcément les nouvelles propositions.
Parce que la plupart du temps, les hommes et les femmes de notre génération mal formés sont dépassés. En tant que pédagogue, nous sommes obligés de le reconnaître. Mais il y a matière à correction. Ce qu'on appelle la remédiation. Ça va être fait sur eux. Mais les nouvelles générations, quand on les prendra depuis le préscolaire, il faut les instruire aux armoiries d'un pays, au drapeau d'un pays, à l'hymne national, à la conscience politique. En arrivant là, ils sont capables, I'm sure. On va aborder un autre élément. Parce que là, on a parlé des taux de participation. Mais je voudrais qu'on mette un seuil tolérable pour les bulletins blancs. Parce que souvent aux élections, on ignore que le bulletin blanc est une expression de vote. Le bulletin blanc est une expression de vote. C'est-à-dire qu'il a pris son bulletin sans rien écrit dessus, il l'a mis dans l'urne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucun des candidats pour lui ne remplit les conditions pour diriger le pays. Vous comprenez? Quand on vote bulletin blanc, ça veut dire que ce que vous avez présenté comme candidat là, il n'y a pas un qui répond à mes aspirations. C'est pourquoi je vote blanc. Et vous ne voulez pas qu'on tienne compte de ces bulletins blancs? Nous disons que dans une élection présidentielle, il faut que nous donnons un seuil au bulletin blanc. Il faut qu'on tienne compte de ceux qui disent qu'ils font partie de notre population, bon sang. Ils font partie. Ils ont leur avis à donner. Ils ont voté blanc. On doit tenir compte. On doit analyser et tirer une conclusion. Du coup, nous disons, sur 5 millions, s'il y a 30%, 25% qui votent bulletin blanc, il faut invalider l'élection. Parce que quand on enlève bulletin nul, quand on enlève bulletin blanc, en définitive, il reste combien? On a vu ici des présidents élus à 1 200 000 personnes. Ce n'est pas représentatif. Donc nous voulons un nouveau code électoral qui va enlever d'abord les 20 millions, qui va donner la possibilité à qui veut d'être candidat. Si on a 1000 candidats, ça tue qui? On sait que 98, ou disons 998 seront éliminés, 2 iront au deuxième tour, ça tue qui? Mais vous voyez, mettre la clé de 20 millions pour éliminer des citoyens de ce pays, c'est faire croire au monde entier que ce sont les intelligents qui ont l'argent. Enfin, je veux dire, ce sont ceux qui ont l'argent qui sont intelligents. Vous voulez faire croire que être intelligent, c'est avoir l'argent. C'est pas vrai. Les gens l'ont eu en volant. Les gens l'ont eu en tuant. Les gens l'ont eu en faisant coup d'État pour s'installer de force à la tête du pays. Les gens l'ont eu en cassant la BCEAO. Les gens ont eu l'argent en escroquant. Comment pourriez-vous dire que c'est ceux qui ont l'argent qui sont intelligents? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avez-vous déjà vu quelqu'un diriger un pays avec son propre argent? En quoi j'ai besoin, moi, Israël Goran, de payer une caution de 20 millions alors que ce n'est pas mon argent que je vais prendre pour diriger la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Je vous présente un projet. S'il est valable que je suis élu, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que je prends pour diriger la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord qu'on vienne vérifier de ma moralité, de ma santé. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on vérifie vraiment de la santé des gens? Moi, quand j'ai été candidat en 2015, on est allé à la PISAM. Les machines dans lesquelles on nous a fait rentrer pour sortir, il y a des candidats qui devaient être éliminés là-bas, sur le point de vue santé. Mais on a vu qu'on est ressortis tous, ils ont été candidats. Ce n'est pas la peine de vous distraire. La candidature ne marche que pour les riches. Les pauvres sont éjectés. Mais parce que je ne dispose pas de bitcoin ou de dollars, ça veut dire que je ne suis pas intelligent. Ce type de raisonnement se fait dans les sociétés où il y a une classe royale à côté d'une classe plus nombreuse de prolétaires. Je suis désolé.
Je suis désolé. Donc déjà, il faut enlever cette clé de 20 millions. Nous sommes d'accord là. C'est ça. Ça sert à quoi? C'est pour tuer une partie de la société, les empêcher d'y aller. Ensuite, j'ai dit, pour élire le président de la République, il faut 80%. Le suffrage, le taux de participation, 90% au moins. On n'atteint pas les 90%, on invalide l'élection. Le système étant déjà en place, on met une transition. Dans 3 mois, on doit rééduquer le peuple, les appeler au vote, réorganiser un autre vote. Nous disons que les bulletins blancs sont signes d'un vote. C'est-à-dire que les citoyens qui votent blanc nous disent clairement que ceux qui sont là, il n'y a pas un dedans qui est bon. C'est son expression. Donc lui, il crie pour vous dire, tous les candidats là ne sont pas bons. Vous dites, on ne tient pas compte de ce que tu dis. Nous ne sommes pas en démocratie. Et puis ne me dites pas, on n'a jamais vu ça ailleurs. Moi, mon pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, les différentes querelles viennent de ce que nous n'avons pas suffisamment balisé notre code électoral et nous éliminons des gens. Il faut laisser tout le monde aller. Notre peuple, si nous l'avions préparé, est capable de discernement. Maintenant, nous disons que nous, au Revas, on vous propose un programme parce que nous voulons éduquer, former, donner des compétences au point qu'à 15 ans, ils soient capables. Voilà. Si l'élève de 15 ans, si le jeune de 15 ans ne peut pas discerner, pourquoi vous pensez que celui de 18 ans peut discerner? Quelle est la différence? C'est le système éducatif que nous mettrons en place qui conduit le cerveau à la maîtrise des choses de l'État qui permettra à un enfant de 13 ans de dire « moi je veux un tel président » ou « je n'en veux pas ». Quand vous regardez les reportages, les gens qu'on interviewe là souvent dans les coins de grève ou bien regardez en Guinée les gens qu'on a interviewés là, ils avaient 50 ans, vous êtes sûr? Ceux qui étaient dans la rue là, en train de taper pour dire qu'ils ne veulent pas 3e mandat là, vous avez regardé leur âge? La politique s'est invitée dans nos maisons. Par tous les médias que nous voyons là, la politique s'est invitée dans nos maisons. Donc, n'ayez pas peur. Apprenons seulement à construire notre État. Maintenant, nous allons terminer par le partage du pouvoir. Nous regardons et nous entendons les gens dire gouvernement d'union nationale. J'ai dit, je suis d'accord, gouvernement d'union nationale. Mais pas sur la base du copinage. Un peu comme la CEI est formée là. Les textes font que c'est sur la base du copinage. Je vais vous poser une question. Quand on dit le représentant de la société civile, il vient d'où? Qui le choisit? D'abord, c'est quoi société civile? Bon, ok. D'abord, comme on ne sait pas, c'est quoi que société civile? Où est son secrétariat? Où est son bureau? Cet organe qu'on appelle société civile là. Où est leur bureau? Où est leur secrétariat? Qui sont leurs membres? On ne connaît pas. On dit que dans la CEI, il faut un représentant de la société civile. Qui le prend? C'est du copinage, forcément. C'est du copinage. Donc, nous disons, quand on parle de gouvernement d'union nationale, et que je débauche au FPI pour le nommer, alors que dans le secret, je lui ai dit qu'il n'est plus FPI, où est le gouvernement d'union nationale? Non, 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 non. C'est une réunion de copains qui ont porté des vestes de couleurs différentes pour venir dépenser l'argent du contribuable sans rien produire. Quand le budget global du gouvernement dépasse celui de la formation, parce que quand je dis ça, ils ne vont pas aller vérifier le prix des Mercedes avant de venir m'attaquer. Hein. Prenez quand vous avez 50 ministres, regardez les Mercedes qui sont arrivés d'Allemagne là. Mettez les prix ensemble. Leur salaire mensuel, mettez ensemble. Tous les autres émoluments, mettez-les ensemble. Je veux dire les divers avantages. Hein. Quand vous mettez ensemble et que vous calculez, vous allez dépasser le budget de l'éducation. Et ça, tout le monde veut y entrer. Hein. Voilà. Donc nous disons, gouvernement d'union, oui. Mais comment?
Voici la proposition du REVAS. Lorsque nous allons aux élections, au premier tour, chaque candidat a sa vraie valeur. Je répète, quand nous allons aux élections présidentielles, ou bien même dans les élections de députés et maires, où il y a les ballottages et autres, au premier tour, là, l'expression du vote du peuple est plus honnête. Si nous prenons le cas qui est passé, je reprends tous les exemples de 2010, puisque là en 2015, il n'y a pas grand-chose. Mais en 2010, Bédié a eu 25,24%. Ouattara a eu 32,07%. Gbagbo a eu 38,04%. On est au premier tour. J'ai dit, voici leur poids réel. Je ne vais pas rentrer dans les détails de on a doublé celui-là, on n'a pas doublé celui-là. Allons simplement avec les chiffres qui sont à notre disposition. Voici le poids réel des trois candidats. Voici trois candidats qui sont venus dire qu'ils ont la solution pour le bonheur de l'homme ivoirien et de la femme ivoirienne. Voici ce que je vais faire ou que je vais faire ou que je ne fais pas. Ils sont trois. Les trois, 25%, 32%, 38%. J'ai dit ça, c'est leur vraie cote. Comme nous voulons former un gouvernement d'union nationale, rendons ça constitutionnel. À partir de ce moment, qu'est-ce que nous disons? Celui qui va gagner au final pourra nommer son premier ministre. Pourra avoir son vice-président, puisqu'il est élu en même temps que lui. D'ailleurs, nous disons qu'il y a une des institutions à supprimer. S'il y a vice-président, enlevons premier ministre. Cela va de soi. On est un pays pauvre, on vit au-dessus de nos moyens. Attendez, si on maintient vice-président, supprimons premier ministre. Parce que les deux présidents vont se partager le pouvoir. Il y a un qui certainement prendra le grand pouvoir avec probablement les affaires étrangères, la politique internationale. À l'autre, on va donner certainement la politique interne. Il peut coordonner les activités du gouvernement. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir un vice-président et un premier ministre. C'est con. Tout simplement. Le peuple doit se réveiller et comprendre ça. C'est l'argent qu'on doit prendre pour payer cas de bus de nos enfants qu'on donne à une autre institution. Après, les enfants doivent payer cas de bus. Là où nous autres, on avait le spécial plus cas de bus gratuitement. Maintenant que les bras valides sont plus nombreux et que l'argent qui doit entrer est censé être plus beaucoup, c'est là qu'on prive les gens de certaines choses. Non, c'est une mauvaise gestion. En plus du vol des deniers publics. Voici la situation. Donc nous disons, naturellement, quand on a récolté les résultats du premier tour, le gouvernement d'union est formé. Celui qui a gagné, il est avec son vice-président. Je veux dire, celui qui va gagner au deuxième tour, il est avec son vice-président. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais ses ministres, il faut qu'il y ait 25% de ministres PDCI qui porteront l'action. Parce qu'une partie très importante, 25% d'électeurs, ont dit c'est lui-là on voulait. Ouattara, 32%. Même si c'est lui qui gagne à la fin, la Constitution va lui imposer 32%. Et Gbagbo avait 38% au premier tour. Il a perdu, mais il garde 38%. Parce qu'il y a des gens de son bord qui vont venir. Donc, j'ai dit bien, le gouvernement est déjà reparti. On n'a plus de querelle à faire, gouvernement d'union. Constitutionnellement, on l'établit. S'il est parti aux élections, qu'il a eu 1%. Si c'est 1% ne lui permet pas de rentrer au gouvernement, il ne rentre pas au gouvernement. Parce qu'on calcule. Et puis, il ne faut pas aussi à cause de ça créer 100 postes ministériels. Laissez-nous rigoler. Même si on dit on a 25 ministres, 25 ministres fois 25%, le PDCI aurait eu 4 ministres. 25 ministres fois 32%, d'autres auraient eu 7 ministres. 25 ministres fois 38%, 9 ministres. Ça, c'est un gouvernement d'union. Naturellement, quand ce gouvernement va siéger, la première action, ce n'est pas de dire, comme c'est le RDR qui a gagné, on vient pour suivre le projet du RDR. Non! Leur entrée politique, c'est la construction d'un projet
d'union nationale. Parce que leur pays est arrivé avec quelques projets qui sont bons, le PDCI et le RDR. On va nous reproposer dans une combinaison nationale un projet à court terme, à moyen terme, parce que nous savons qu'ils n'ont que 5 ans. Voici ce sont des idées qui vont nous apporter la paix. Parce que cette génération présente et celle que nous considérons qui suit, on est trop avide du pouvoir. On est trop avide du pouvoir. On ne laisse pas de place aux autres idées. C'est pour ça qu'on emprisonne les gens. C'est nous, on est là, c'est pour nous. L'autre, il parle trop, on le met en prison. Ça tue les nations. Ça tue l'intelligence dans les nations. Ça tue la force et le pouvoir économique dans les nations. Donc, trouvons les solutions idoines. De sorte que de façon constitutionnelle, on règle notre problème de gouvernement d'union nationale. De sorte que ce n'est plus du copinage, mais c'est le désir du peuple. Voilà. Frères et sœurs, voici ce qui nous rassemble aujourd'hui sur notre thème Côte d'Ivoire, la gestion du vote. Naturellement, le dimanche à 18h GMT, les autres préfèrent dire 18h heure d'Abidjan, nous aurons le débat sur ce thème que nous venons de présenter. Vous êtes invités à poser vos questions en commentaire sous la vidéo, on va les relever. Vous pouvez poser vos questions inbox, on va les relever. Et dimanche, à partir de 18h, nous allons y répondre. Mais l'émission de dimanche, on vous demande de participer. Préparez vos arguments. Invitez-nous à vous mettre à l'écran pour parler, on le fera. On est en Côte d'Ivoire. Personne ne peut se taire. On nous a privés des journaux du pays. On nous a privés de la télévision du pays. On nous a privés de la radio du pays. Mark Zuckerberg nous a offert Facebook pour qu'ensemble on puisse discuter de l'avenir de notre pays. Venez, nous allons en discuter. Voilà. Je salue Assoumou Christophe qui arrive au moment où nous sommes en train de dire que nous voulons conclure. Donc, vous êtes invités à participer au débat du dimanche. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, c'était les directs politiques du docteur Israël Ngoran. Nous avons traité le thème Côte d'Ivoire, la gestion du vote. Soyez salués et à bientôt.